À l'automne de 1859, un train s'est arrêté dans une petite gare de l'Illinois, transportant près de 40 enfants venus de New York. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu un champ de maïs de près. La plupart n'avaient jamais quitté les rues bondées du sud de Manhattan, où ils dormaient dans des entrées d'immeubles, des caves à charbon et les cages d'escaliers de logements insalubres entassés plus serrés que presque partout ailleurs dans le pays. Quand le train s'est arrêté, les enfants ont été conduits sur le quai et alignés devant une foule de fermiers locaux et de leurs épouses. Un pasteur a lu une courte présentation. Puis les familles ont commencé à longer la file, comme on longerait une rangée de stands dans une foire de comté. Ils regardaient les dents, ils serraient les avant-bras, ils demandaient quel âge, quelle force, combien d'années d'école. À la fin de l'après-midi, la plupart des enfants avaient été choisis, mais tous ne sont pas partis ensemble. Un frère et une sœur qui avaient partagé le même lit toute leur vie ont été pris par deux familles différentes, emmenés dans deux directions opposées et ne se reverraient pas avant 60 ans. Cela s'est produit environ 200 000 fois entre 1854 et 1929. Des œuvres de charité de New York chargeaient des enfants dans des trains, les envoyaient à l'intérieur du continent américain et laissaient des inconnus choisir ceux qu'ils voulaient. Certains de ces enfants ont été véritablement sauvés. D'autres ont été mis au travail comme des ouvriers agricoles dès l'instant où ils ont posé le pied sur le quai. Et pendant longtemps, presque personne en dehors des familles concernées ne connaissait l'ampleur réelle de ce qui s'était passé, ni combien d'enfants ont passé le reste de leur vie à chercher discrètement un frère ou une sœur qu'ils avaient perdu sur le quai d'une gare dans une ville dont ils se rappelaient à peine le nom. Voici l'histoire des trains d'orphelins et d'un pays qui a décidé que le moyen le plus rapide de résoudre le problème des enfants non désirés était de les confier à quiconque se présentait pour en prendre un. Pour comprendre pourquoi 200 000 enfants ont fini dans des trains en direction de l'Ouest, il faut comprendre à quoi ressemblait New York dans les années précédant la guerre de sécession. Entre 1845 et 1855, la ville a absorbé une vague d'immigration presque inimaginable. La famine en Irlande et les bouleversements politiques à travers les États germaniques ont poussé des centaines de milliers de personnes à traverser les quais de Castle Garden à la pointe sud de Manhattan chaque année. La plupart arrivaient sans rien. Beaucoup mouraient en quelques mois du typhus, du choléra ou simplement de faim, laissant des enfants derrière eux sans personne pour les réclamer. Le quartier qui a absorbé le pire de cette crise était Five Points, quelques pâtés de maisons dans le sud de Manhattan bâtis sur un étang comblé et qui était alors l'un des bidonvilles les plus surpeuplés et les plus dangereux du monde occidental. Des familles entières vivaient dans des pièces uniques à l'intérieur d'immeubles condamnés depuis des années. Des enfants, dès l'âge de 5 ans, travaillaient à vendre des allumettes ou à cirer des chaussures, et quand le travail venait à manquer, ils dormaient où ils pouvaient, dans des entrées d'immeubles, des caves à charbon, des cages d'escalier, sur des grilles de vapeur en hiver. Personne ne savait exactement combien d'enfants vivaient ainsi, mais un jeune pasteur du nom de Charles Loring Breese, qui avait passé la vingtaine à travailler dans et autour des missions de Five Points, estimait le nombre à environ 30 000 enfants errant dans les rues de New York sans foyer, sans école et souvent sans parents survivants. Breese avait étudié la théologie à Yale, mais plus il passait de temps parmi les pauvres de la ville, moins il s'intéressait à prêcher depuis une chaire. Il voulait construire quelque chose. Les solutions existantes ne fonctionnaient pas. Les orphelinats et les hospices débordaient et manquaient de personnel, et selon la plupart des témoignages de l'époque, c'étaient des lieux sinistres pour grandir. Certains enfants placés en institution étaient envoyés comme apprentis chez des artisans locaux, sans presque aucun contrôle sur la façon dont ils étaient traités ensuite. Les réformateurs de l'époque commençaient à affirmer que le modèle entier était défaillant. Un enfant élevé dans une institution, nourri selon un horaire, dormant dans une rangée de lits identiques parmi des centaines d'inconnus, apprenait rarement quoi que ce soit ressemblant à une vie de famille. Et avec la population de la ville qui continuait de grimper chaque année, il n'y avait aucun moyen réaliste de construire suffisamment d'orphelinats pour suivre le rythme. En 1853, Breese a fondé la Children's Aid Society avec un petit groupe de philanthropes et d'hommes d'affaires derrière lui. Au début, l'organisation a essayé ce que tout le monde essayait.
des refuges, des salles de lecture, des écoles industrielles où les enfants pouvaient apprendre un métier. Mais Breis revenait sans cesse à une idée qu'il avait remarquée presque par hasard. Les fermiers dans le Midwest, nouvellement colonisés, avaient désespérément besoin de main-d'œuvre, et dans bien des cas, d'enfants à élever comme les leurs. Là-bas, la terre était bon marché, les familles étaient grandes, et une paire de bras supplémentaires valait la peine d'être nourrie. À New York, c'était exactement l'inverse. Il y avait plus d'enfants que la ville ne pouvait en nourrir, et presque aucun travail pour eux. Breis a exposé son raisonnement dans un livre intitulé « Les classes dangereuses de New York », un titre qui en dit long sur la façon dont lui et une grande partie de son époque considéraient les pauvres de la ville. Il croyait que les enfants des rues n'étaient pas simplement malchanceux, que la ville elle-même les corrompait, et que la seule vraie solution était la distance. Arracher les enfants des quartiers insalubres entièrement et les placer là où l'influence morale d'une famille de fermiers et d'une église de campagne pourrait prendre le relais. C'était, à sa manière, une idée véritablement progressiste pour 1853. C'était aussi, d'une façon que Breis n'a jamais pleinement reconnue, un plan fondé sur le postulat que les familles pauvres d'immigrants étaient inaptes à élever leurs propres enfants et qu'un foyer protestant de fermiers à 2 États de distance savait automatiquement mieux faire. Le placement à l'extérieur est devenu le programme le plus vaste et le plus visible de la société, principalement parce qu'il résolvait le problème qui comptait le plus pour Breis personnellement. Il faisait sortir définitivement les enfants de l'environnement qu'il croyait être en train de les détruire, plutôt que de simplement améliorer leurs conditions à l'intérieur de celui-ci. Breis a donc proposé quelque chose qui n'avait jamais été tenté à cette échelle dans l'histoire américaine. Au lieu de construire davantage d'institutions pour héberger les enfants sans foyer de la ville, la Children's Aid Society déplacerait simplement les enfants là où le besoin, la nourriture et l'espace existaient déjà. Il appelait cela le « placement à l'extérieur ». Les journaux finiraient par appeler cela quelque chose de plus proche de ce que c'était réellement. Vider les orphelinats de la ville dans des trains et laisser la campagne décider quoi faire des enfants une fois arrivés. L'idée a été accueillie avec un véritable enthousiasme. Des familles de fermiers à travers le Midwest ont écrit à la société pour décrire des pénuries chroniques de main-d'œuvre, et les journaux de petites villes publiaient des annonces des semaines à l'avance, indiquant le jour exact où un train chargé d'enfants orphelins et abandonnés était attendu en gare. En septembre 1854, la Children's Aid Society a envoyé son premier groupe vers l'ouest, 46 enfants à destination de Dawagiac, dans le Michigan. Le personnel de Breis n'avait aucun vrai précédent à suivre. Personne n'avait systématiquement expédié des groupes d'enfants au-delà des frontières d'État auparavant pour les distribuer à des inconnus à l'arrivée. Ce qui s'est passé à Dawagiac allait établir le modèle pour les 75 années suivantes et pour environ 200 000 enfants. Avant qu'un enfant ne monte dans un train, la Children's Aid Society devait d'abord les rassembler. Certains étaient de vrais orphelins, les 2 parents décédés, sans aucun proche capable ou désireux de les prendre en charge. Mais beaucoup, peu, être la plupart, n'étaient pas du tout orphelins au sens strict. C'étaient des enfants de pauvres, confiés par des parents qui ne pouvaient plus les nourrir, ou récupérés par des agents patrouillant dans des quartiers comme Five-Points, parfois avec la bénédiction d'un parent et parfois sans. Breis orientait parfois directement des enfants vers la société. Les directeurs d'hospices, cherchant à réduire leur propre surpopulation, faisaient de même. Le filtrage, au sens moderne du terme, existait à peine. La santé d'un enfant était vérifiée. Une maladie évidente pouvait retarder un placement. L'âge, le comportement général, et si un enfant semblait capable de travailler dur, étaient notés, car c'étaient les questions que les familles d'accueil allaient poser. Mais il n'y avait aucune vérification des familles qui attendaient à l'autre bout, au-delà de la parole d'un comité local attestant qu'un foyer semblait respectable. Aucune visite de suivi n'était exigée par quelque loi que ce soit. Il n'y avait, dans la plupart des cas, aucune adoption légale du tout, juste un transfert informel et une promesse, rarement appliquée, que l'enfant serait bien traité et envoyé à l'école. Avant qu'un groupe ne quitte New York, les enfants recevaient des vêtements neufs,
dans bien des cas leurs premiers vêtements neufs de toute leur vie, ainsi qu'une Bible, une petite malle ou un sac, et une étiquette numérotée épinglée à leur manteau correspondant au registre d'un agent. Des photographies de l'époque montrent des rangées d'enfants posant raidement pour un portrait avant le départ, les cheveux peignés à plat, les cols boutonnés jusqu'à la gorge, aucun d'entre eux ne souriant. Des semaines avant un voyage programmé, la société envoyait des éclaireurs dans les villes le long d'un itinéraire ferroviaire prévu et les journaux locaux publiaient des annonces. Une annonce typique donnait la date, le quai et une description approximative du groupe, listant parfois les nombres exacts, tant de garçons et tant de filles, avec des âges allant de la petite enfance jusqu'au milieu de l'adolescence. Des comités locaux, généralement un pasteur, un médecin et 2 ou 3 notables de la ville, acceptaient d'être présents le jour de la distribution pour aider à gérer la foule et offrir une certaine apparence de supervision. Le voyage lui-même pouvait durer plusieurs jours. Des groupes de 20 à 40 enfants surveillés par 1 ou 2 agents dans des wagons de passagers ordinaires, changeant de train, gérant la maladie dans un wagon bondé, gardant un œil sur des gamins qui n'avaient jamais pris le train auparavant. Les plus jeunes pleuraient. Les garçons plus âgés s'enfuyaient parfois à un arrêt et devaient être retrouvés avant que le train ne reparte. Les agents qui ont laissé des lettres sur ces voyages décrivaient un travail presque impossible, gérer des enfants qui, dans bien des cas, avaient été ramassés dans la rue quelques jours plus tôt seulement et étaient encore en train de digérer le fait qu'un parent était mort ou ne pouvait tout simplement pas les garder. Certains agents ont été rappelés avec affection par des passagers des décennies plus tard. D'autres ont été rappelés comme durs, traitant le voyage comme du maintien de l'ordre plutôt que comme les derniers jours que ces enfants allaient passer avec quelqu'un qui les avait connus de chez eux. Quand un train atteignait son premier arrêt programmé, la nouvelle s'était généralement répandue dans tout le comté environnant. Les familles arrivaient en chariot, certaines ayant parcouru 30 ou 50 kilomètres après avoir lu l'annonce dans le journal, ayant décidé à l'avance que cette année serait enfin celle où elles auraient une paire de bras supplémentaires pour la moisson, ou la fille qu'elles n'avaient jamais eue, ou simplement un enfant à élever comme le leur. Et c'est là que l'histoire cesse de ressembler à de la charité et commence à ressembler à autre chose. Quand le train arrivait, les enfants étaient descendus en file, parfois directement sur le quai, parfois dans le bâtiment que le comité local avait organisé, une église, un opéra, une salle d'audience. Ils étaient alignés devant la foule rassemblée, et un pasteur ou un agent de la société disait quelques mots sur le programme, sur l'opportunité que représentaient ces enfants, sur la responsabilité d'en accueillir un chez soi. Puis l'inspection commençait. Des témoignages survivants, y compris des mémoires écrits des décennies plus tard par d'anciens passagers, décrivent des fermiers longeant la file comme ils auraient longé une rangée de stalles dans une vente aux enchères de bétail. Ils vérifiaient les dents. Ils tâtaient les muscles de l'avant-bras d'un garçon pour juger de sa capacité à travailler au champ. Ils demandaient à une fille de relever légèrement sa jupe pour qu'ils puissent examiner ses jambes pour voir si elle était en bonne santé. Ils demandaient aux enfants de réciter leurs lettres pour voir combien savaient lire. On demandait à certains de sauter pour prouver que leurs jambes étaient solides. D'autres étaient simplement examinés de la tête aux pieds, comme on examinerait un cheval avant de décider de l'acheter. Mais chaque arrêt n'était pas aussi brutal. Certains comités insistaient sur un processus plus doux, une brève conversation, une chance pour l'enfant de dire si une famille lui convenait, au moins en théorie. Mais l'équilibre du pouvoir reposait presque entièrement du côté des adultes qui faisaient le choix. Un enfant pouvait protester. Presque rien n'empêchait une famille de prendre celui qu'elle voulait malgré tout. L'âge déterminait les chances d'un enfant sur ce quai presque autant que tout le reste. Les nourrissons et les tout-petits étaient les plus faciles à placer, puisqu'une famille élevant un bébé n'avait aucune habitude de la ville, ni aucune famille biologique à concurrencer. Les adolescents, ayant une quelconque réputation de fauteurs de troubles, étaient les plus difficiles. Bien que certaines familles voulaient précisément un garçon plus âgé pour cette raison, puisqu'un garçon de 14 ans pouvait travailler une journée entière au champ, et la plupart des familles voulaient exactement un enfant. Pas 2, rarement 3. Une famille de fermiers ayant déjà ses propres enfants, ou un couple sans enfants espérant enfin élever un fils ou une fille,
avaient généralement de la place et un budget pour un seul ajout au foyer. C'est le détail qui a transformé un système déjà difficile en quelque chose de proche d'une cruauté systématique pour un groupe spécifique d'enfants, les frères et sœurs qui arrivaient ensemble et repartaient si souvent séparément. Des frères et sœurs arrivés par le même train qui avaient partagé un lit dans un taudis de Five Points ou dormi côte à côte dans un dortoir d'orphelinat, étaient régulièrement séparés sur le même quai en l'espace de quelques minutes, par des familles n'ayant aucun intérêt à prendre un deuxième enfant chez elles. Les agents essayaient parfois de placer des frères et sœurs chez des familles voisines dans la même ville pour que les enfants puissent grandir à proximité et rester en contact. Parfois, cela fonctionnait, souvent non. Une famille vivant à 30 km de la ville pouvait emmener un enfant chez elle le jour même, tandis qu'un frère ou une sœur continuait jusqu'au prochain arrêt prévu 100, 130, 160 km plus loin vers l'ouest, pour ne plus jamais revoir ce quai, ni ce frère ou cette sœur. La tenue des registres rendait tout encore pire. Les agents portaient des registres listant les noms, les âges et la famille à laquelle chaque enfant était confié. Mais ces registres étaient incomplets, parfois entièrement perdus et rarement mis à jour par la suite. Des enfants recevaient parfois de nouveaux noms de la part de leur nouvelle famille, officiellement ou officieusement, coupant un fil de plus qui aurait pu aider un frère ou une sœur à les retrouver plus tard. Un enfant trop jeune pour se souvenir du nom complet d'un frère ou d'une sœur, ou d'une ville d'origine, ou même d'une date de naissance avec certitude, n'avait presque rien avec quoi chercher une fois adulte, et enfin, en mesure de le faire. Des passagers qui en ont parlé plus tard dans leur vie, dans des témoignages oraux enregistrés des décennies après, décrivaient le moment de la séparation avec un calme étrange, émoussé, le genre de calme qui vient d'un souvenir revisité tellement de fois qu'il en est devenu lisse. Ils se souvenaient d'un chariot qui s'éloignait, d'une main qu'on lâchait, du visage d'un frère ou d'une sœur, devenant de plus en plus petit à travers la fenêtre d'un train ou la vitre arrière d'une calèche, puis disparu. La sélection créait aussi une catégorie d'enfants presque jamais mentionnés dans les documents promotionnels de la société, ceux que personne n'a jamais choisis. À chaque arrêt, certains enfants se tenaient sur ce quai, devant cette même foule, et étaient ignorés entièrement, encore et encore. Les garçons et les filles plus âgés, surtout ceux jugés trop faibles, trop vieux ou simplement pas assez attirants pour les familles qui s'étaient présentées ce jour-là, étaient remis dans le train et emmenés à la ville suivante, puis la suivante, parfois sur toute la longueur de l'itinéraire. Un enfant qui n'était choisi à aucun arrêt le long d'un circuit de plusieurs semaines finissait par revenir jusqu'à l'institution d'où le voyage avait commencé, ayant passé des semaines à regarder tous les autres enfants de son groupe d'origine être choisis avant lui. Des passagers ayant vécu cela l'ont décrit, plus tard dans leur vie, comme le message le plus clair possible sur leurs propres valeurs, délivré par un système qui n'avait jamais eu l'intention d'envoyer ce message. Mais tous les enfants sur ce quai n'ont pas fini dans une mauvaise situation. Certaines familles voulaient véritablement un fils ou une fille, pas un ouvrier, et traitaient l'enfant en conséquence, l'envoyaient à l'école locale, lui donnaient un nom de famille, une chambre, une place à la table familiale qui n'avait rien à voir avec le nombre de corvées qu'ils pouvaient faire. Un certain nombre de passagers ont décrit leurs familles adoptives avec une vraie chaleur des décennies plus tard. 2 anciens passagers de train d'orphelins sont même devenus gouverneurs d'État. Andrew Burke, qui avait voyagé dans un train de la Children's Aid Society étant garçon et a ensuite été gouverneur du Dakota du Nord, et John Brady, placé dans une famille de l'Indiana enfant, qui est ensuite devenu gouverneur du territoire de l'Alaska. Leurs histoires ont été brandies par la société pendant des décennies comme preuve que le système fonctionnait exactement comme prévu. Même dans les placements qui se passaient bien, la réalité juridique sous-jacente était souvent plus fragile que les 2 parties ne le réalisaient. La plupart des placements n'ont jamais été enregistrés comme des adoptions formelles devant un tribunal. Une famille élevait un enfant, lui donnait un lit et parfois même le nom de famille sans jamais déposer de documents rendant la relation juridiquement permanente. Cette informalité posait rarement problème tant que tout le monde était en vie et s'entendait bien.
Elle posait de vrais problèmes des décennies plus tard, quand un passager devenu adulte essayait de retrouver sa famille biologique et découvrait qu'il n'existait aucun document légal, nulle part le rattachant, ni à la famille qui l'avait élevé, ni aux parents qui l'avaient confié à New York. Mais pour chaque passager dont l'histoire s'est terminée de cette façon, il y en avait d'autres dont la nouvelle famille voulait exactement ce qu'elle était venue chercher sur le quai. Une main-d'œuvre bon marché et essentiellement permanente, sans aucune des mesures de contrôle qui auraient pu détecter les abus. Pour les enfants qui ont fini comme main-d'œuvre plutôt que comme famille, la vie quotidienne ressemblait de près à la servitude sous contrat, moins le contrat qui aurait défini quand l'arrangement devait prendre fin. Les garçons travaillaient au champ dès le lever du soleil, souvent retirés de l'école après une saison, une fois qu'un fermier décidait que l'éducation empiétait sur les heures de travail. Les filles s'occupaient de la cuisine, du ménage et de la garde des enfants plus jeunes, en plus de toutes les tâches agricoles nécessaires. Des contrats existaient sur le papier pour certains placements, promettant la fréquentation scolaire et la libération une fois que l'enfant atteignait un certain âge, mais ils n'étaient presque jamais appliqués. Une famille qui violait chaque terme ne faisait face à essentiellement aucune conséquence, puisqu'il n'existait pas de bureau local de protection de l'enfance et souvent aucun proche à moins de 1500 km capable d'intervenir. La société elle-même savait, dans les grandes lignes, que les placements tournaient parfois mal, mais l'ampleur même de l'opération rendait un suivi rigoureux quasi impossible, même pour une organisation agissant de bonne foi. Pour les enfants qui restaient, s'adapter à la vie de la frontière et des petites villes pouvait prendre des années, si cela se produisait jamais pleinement. Un enfant qui avait passé toute son enfance sur les trottoirs de la ville devait soudain traire une vache, couper du bois ou marcher 3 kilomètres jusqu'à une école à classe unique par un temps qu'il n'avait jamais connu à New York. L'expression « enfant du train » suivait certains passagers dans leur nouvelle ville pour le reste de leur enfance, que le placement lui-même se soit bien passé ou non, et certains ont appris qu'il était plus facile de simplement arrêter de mentionner d'où ils venaient. La religion déterminait où un enfant finissait presque autant que l'âge ou la santé. La Children's Aid Society penchait fortement du côté protestant dans son réseau de familles d'accueil, et les dirigeants catholiques de New York accusaient depuis des années l'organisation de Bréis d'utiliser le placement comme un moyen discret de convertir des enfants catholiques, principalement irlandais, loin de tout prêtre qui aurait pu s'y opposer. La tension est devenue assez sérieuse pour que les œuvres catholiques finissent par construire leur propre version du même système, ce qui explique exactement comment le New York Foundling Hospital en est venu à faire circuler ses propres trains d'orphelins dès les années 1870, appariant les enfants à l'avance avec des familles catholiques par l'intermédiaire de la paroisse locale. Ce conflit a éclaté de la manière la plus violente dans un ensemble de villes minières de cuivre du territoire de l'Arizona à l'automne de 1904. Le Foundling Hospital a envoyé un groupe d'environ 40 orphelins irlandais catholiques, pour la plupart des nourrissons et des tout-petits, à Clifton et Morenci, en Arizona, ou des familles catholiques locales. Beaucoup d'entre elles d'origine mexicaine-américaine avaient déjà accepté par l'intermédiaire de leur paroisse de prendre les enfants en charge. Quand les enfants sont arrivés et ont été placés comme prévu, un groupe de femmes anglo-américaines des villes, épouses de directeurs de mines et de cadres de compagnie, a réagi avec une indignation ouverte, non pas face au processus de placement lui-même, mais face au fait que des enfants blancs étaient confiés à des familles mexicaines. En quelques jours, elles ont organisé une foule, armée selon plusieurs témoignages, qui est allée de maison en maison retirer physiquement les enfants des foyers où le Foundling Hospital et le prêtre local les avaient placés, confiant les enfants à la place à des familles anglo-américaines qui n'avaient pas fait partie de l'arrangement initial et, dans bien des cas, n'avaient aucun droit légal sur eux. Le Foundling Hospital a intenté un procès pour récupérer les enfants. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui a refusé d'annuler la décision du tribunal de l'Arizona de laisser les enfants aux familles qui s'en étaient emparées. Aucun des 40 n'a jamais été rendu aux familles catholiques qui avaient légalement accepté de les accueillir. La plupart ont grandi à Clifton et Morenci de toute façon,
élevés par les familles anglo-américaines qui les avaient pris de force, leurs actes de naissance à New York, constituant la seule preuve survivante de la façon dont leurs enfances avaient été prévues différemment. Cela reste l'un des épisodes les plus sombres et les moins connus liés à toute l'ère des trains d'orphelins, un moment où l'absence de contrôle inhérente au système est entrée en collision directe avec les préjugés raciaux des villes recevant les enfants. Si des histoires comme celle-ci, le genre d'histoire dont l'histoire a généralement oublié de garder les preuves, sont le type de choses auxquelles vous vous surprenez à repenser plus tard, cette chaîne en propose une chaque semaine. Pour l'instant, retournons à New York, car au début du XXe siècle, le système tout entier commençait déjà à se désagréger. Au début des années 1900, les trains d'orphelins subissaient des pressions venues de plusieurs directions à la fois. Les gouvernements ont commencé à adopter leurs propres lois de protection de l'enfance, exigeant des vérifications d'antécédents, des inspections de domicile et une supervision formelle par les tribunaux, à commencer par l'Illinois en 1899, et un programme bâti presque entièrement sur des comités informels, et l'approbation d'un pasteur ressemblait de plus en plus, aux yeux des régulateurs, exactement au type de placement non supervisé que les nouvelles lois avaient été rédigées pour empêcher. Le travail social, une profession qui existait à peine quand Brice a fondé la société en 1853, s'était développé en un domaine organisé avec ses propres normes dans les années 1910 et 1920, et nombre de ses voix les plus influentes considéraient les trains d'orphelins comme une approche dépassée et quasi irresponsable, créant exactement le type d'arrangement sans reddition de compte qui avait mené à des cas comme ceux de Clifton et Morency. La Grande Dépression a achevé ce que les nouvelles lois avaient commencé. Les familles de fermiers qui avaient autrefois écrit à la société pour décrire un besoin désespéré de bras supplémentaires peinaient désormais à nourrir les enfants qu'elles avaient déjà. La demande qui avait soutenu l'ensemble du système pendant 75 ans s'est tout simplement évaporée. La Children's Aid Society a fait circuler son dernier train d'orphelins en 1929, discrètement, sans beaucoup d'attention, clôturant un chapitre qui avait déplacé près de 200 000 enfants à travers le pays depuis ce premier voyage vers Dawagiak. À son apogée dans les années 1870 et 1880, la société envoyait plusieurs trains par mois, atteignant presque tous les États à l'est des Rocheuses et un plus petit nombre de placements au Canada. La Children's Mission de Boston et plusieurs autres œuvres caritatives de l'Est ont fait fonctionner des versions plus modestes de la même idée, et le total déplacé par toutes les organisations combinées sur environ 75 ans est généralement estimé à environ 200 000 enfants, financés presque entièrement par des dons privés et un cercle de philanthropes new-yorkais. Et puis, pendant près de 50 ans, l'histoire a pratiquement disparu. Beaucoup de passagers, devenus adultes, parents et grands-parents eux-mêmes, parlaient rarement de leur enfance. Certains éprouvaient une véritable honte d'avoir été orphelins, un mot qui portait encore un réel stigmate jusqu'au milieu du XXe siècle. D'autres n'avaient tout simplement rien à raconter. Ils ne connaissaient pas le nom de leurs parents biologiques. Ils ne savaient pas dans quelle ville ils étaient nés, ni si le frère dont ils gardaient un vague souvenir sur un quai de gare 60 ans plus tôt était encore en vie. Les registres qui auraient pu répondre à ces questions étaient éparpillés dans des dizaines de branches locales de la Children's Aid Society, certains détruits dans des incendies, d'autres simplement jetés une fois qu'un dossier était considéré comme close, des décennies avant que quiconque n'imagine que le petit enfant d'un passager viendrait un jour les chercher. Cela a commencé à changer à la fin des années 1970. Un petit groupe de passagers vieillissants, encouragés par une femme nommée Mary Ellen Johnson, dont le propre beau-père avait voyagé dans un train d'orphelins étant enfant, ont commencé à se contacter, d'abord par des annonces dans les journaux, puis par l'intermédiaire d'une organisation officielle appelée Orphan Train Heritage Society of America, fondée en 1979. Pour la première fois, des passagers qui avaient passé toute leur vie adulte à croire qu'ils étaient les seuls à avoir jamais vécu quelque chose de semblable, ont découvert qu'il y en avait des dizaines de milliers d'autres, beaucoup cherchant encore la même chose. Un frère ou une sœur perdu sur un quai des décennies plus tôt.
Tout au long des années 1980 et jusque dans les années 1990, des réunions ont été organisées dans de petites villes à travers le Midwest, le même genre de ville dans certains cas, où des trains avaient autrefois déchargé des enfants devant des foules en attente. Concordia, au Kansas, une ville dont l'ancienne gare du Union Pacific avait reçu plusieurs trains d'enfants des générations plus tôt, est devenue le centre officieux du mouvement, abritant finalement le National Orphan Train Complex, un musée et un centre d'archives construits spécifiquement pour collecter les témoignages des passagers, des photographies et tous les fragments de documents qu'on pouvait encore retrouver. Certaines de ces recherches se sont terminées comme on l'espérait. Des frères et sœurs âgés, dans leurs 70 et 80 ans, se retrouvant pour la première fois depuis l'enfance, se reconnaissant parfois instantanément, ayant parfois besoin d'une vieille photographie ou d'une Bible familiale pour en être sûr. D'autres recherches ne se sont jamais résolues du tout. Des passagers sont morts sans savoir si un frère ou une sœur avait survécu, s'était marié, avait eu des enfants ou était décédé des décennies plus tôt dans une ville dont le passager n'avait jamais entendu parler et n'entendrait jamais parler. Le processus de recherche reposait sur les fragments qui existaient encore. Un prénom, un âge approximatif, un nom de famille à moitié rappelé de l'enfance, recoupé par des bénévoles avec les registres originaux des agences qui avaient survécu. Certaines correspondances se sont concrétisées en quelques semaines, d'autres ont pris des années, reconstituées à partir d'une coupure de journal dans un État et d'une Bible familiale dans un autre, et dans les années 2000. Les tests ADN ont permis à une poignée de passagers encore vivants de confirmer des liens biologiques que les registres papier seuls ne pouvaient trancher. À ce moment-là, la plupart des passagers qui pouvaient encore se souvenir de quoi que ce soit de première main avaient dans les 90 ans. Un roman à succès de 2013 a fait découvrir les trains d'orphelins à des millions de lecteurs pour la première fois, la plupart n'ayant jamais entendu le terme auparavant. Vers le milieu des années 2010, les derniers passagers qui étaient réellement descendus de l'un de ces trains étant enfants étaient décédés, emportant avec eux tous les détails qui n'avaient jamais trouvé leur chemin dans un enregistrement d'histoire orale ou un dossier de musée à Concordia. Les historiens ne s'accordent toujours pas sur la façon de catégoriser ce qu'étaient réellement les trains d'orphelins. Certains décrivent le programme comme le premier système de famille d'accueil à grande échelle de l'histoire américaine, une réponse imparfaite mais véritablement bien intentionnée à une crise du logement que personne en 1854 ne savait résoudre autrement. D'autres s'appuient sur exactement le même ensemble de faits. Les inspections façon vente aux enchères, les frères et sœurs séparés, l'absence quasi totale de contrôle, la foule de Clifton et Morency, et décrivent quelque chose de plus proche d'un système légalisé de placement d'enfants déguisé dans le langage de la charité chrétienne. Les deux descriptions sont construites à partir des mêmes archives. Aucune des deux n'est fausse. Charles Loring Brees croyait sincèrement qu'il résolvait une crise pour laquelle personne d'autre n'avait de réponse viable, et selon la plupart des critères, des milliers d'enfants qui auraient autrement grandi dans la rue ou dans des institutions surpeuplées ont grandi avec un lit, une famille et un avenir qu'ils n'auraient pas eu à Faïve-Poince. En même temps, des dizaines de milliers d'autres enfants ont été confiés à des inconnus sans plus d'examen qu'un fermier n'en appliquerait à l'achat d'un cheval de labour, et certains d'entre eux ont passé le reste de leur vie à vivre silencieusement avec ce que cette absence d'examen leur avait coûté. Ce qui reste, principalement, ce sont les fragments que les passagers ont laissés derrière eux avant de mourir. Une poignée de témoignages oraux enregistrés dans les années 1980 et 90. Une ancienne gare à Concordia, au Kansas, qui conserve encore un index de noms d'enfants que personne à New York n'avait pris la peine d'enregistrer correctement en 1902. La photographie occasionnelle de retrouvailles entre frères et sœurs, deux personnes de plus de 80 ans se tenant l'une près de l'autre sur un quai pas si différent de celui où elles avaient été séparées 70 ans plus tôt. Les quais et les foules inspectant les dents et les avant-bras d'un enfant en public ont disparu avec le dernier train en 1929. Mais la question fondamentale à laquelle les trains d'orphelins avaient été conçus pour répondre, ce qu'un pays fait des enfants dont les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas s'occuper,
n'a jamais été pleinement résolue. Elle s'est simplement déplacée vers les familles d'accueil ordonnées par les tribunaux et les agences d'adoption agréées, des systèmes qui luttent encore avec une version de la même tension. Combien de contrôle suffit? Et à quelle fréquence les adultes prenant la décision agissent dans l'intérêt de l'enfant devant eux, plutôt que dans celui de la paperasse derrière eux? Le pays pour lequel les trains d'orphelins avaient été créés n'existe plus vraiment, et le mélange spécifique de pauvreté, d'immigration et de faillite institutionnelle qui avait engendré le programme a depuis longtemps été remplacé par d'autres versions du même problème fondamental. Trop d'enfants, pas assez de capacités, et des adultes à qui il incombe de décider, souvent avec bien trop peu d'informations, ce qu'il advient d'un enfant que personne ne sait vraiment comment placer. Cette question n'est jamais vraiment partie. Elle a simplement cessé de prendre le train pour trouver sa réponse.